Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette visioconférence qu'on fait au nom de Homunity en cette période de Covid-19. Aujourd'hui, je suis devant vous pour deux raisons. Je suis devant vous grâce à vous et pour vous. Si on commence à expliquer pourquoi on est là grâce à vous, c'est quotidiennement grâce aux fonds qu'on arrive à lever sur la plateforme. Pour vous, c'est pour vous donner quelques explications sur la situation du Covid, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, pour voir vous aiguiller un peu au niveau de vos investissements et vous faire un petit point et un tour d'horizon sur les promoteurs immobiliers qu'on a accompagnés jusqu'aujourd'hui. Je vais vous partager mon écran normalement que vous allez voir pour vous présenter quelques slides sur le déroulé de la présentation. Alors, l'idée, c'est de faire une petite présentation d'une vingtaine de minutes. Ensuite, on fera une partie questions-réponses. Donc, vous le voyez, il y a un onglet chat où vous pouvez échanger entre vous. Plutôt privilégier la partie questions afin qu'on puisse les prendre en fin de séance et répondre à la plupart d'entre elles. S'il y en a sur lesquelles on ne répond pas aujourd'hui, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à l'adresse paul@homunity.fr. Aujourd'hui, donc, on va parler de l'analyse du secteur immobilier en France dans un premier temps, donc plutôt le passé, qu'est-ce qui s'est passé en 2018-2019. Ensuite, on reviendra sur les répercussions du Covid-19 qu'on vit aujourd'hui tous quotidiennement, malheureusement. On parlera ensuite, et ça sera le responsable des investisseurs chez Homunity, Antoine Tillet, qui va parler de la partie investisseurs en crowdfunding immobilier, quels sont les impacts concrets pour vous. Et enfin, on parlera une partie hypothèse de sortie, enfin hypothèse post-Covid-19. Que va-t-il probablement se passer demain? Et du moins, quel est l'avis d'Homunity? Petit rappel sur Homunity, l'idée, c'est pas du tout de mettre en avant la société. En principe, tous ceux qui assistent à ce webinaire sont des personnes qui ont déjà investi sur la plateforme, donc je ne vais pas réexpliquer le concept. Mais petit tour d'horizon sur ce qu'on a fait depuis 2014. Donc société que j'ai co-créée avec deux de mes associés en 2014. À date, on a collecté 125 millions d'euros. On a passé aujourd'hui la barre des 125 millions d'euros grâce à vous. On a financé un peu plus de 200 projets. Il y a 35 000 inscrits. Et c'est surtout la dernière ligne dont on est fier. C'est qu'on a remboursé à date 52 projets. On a un TO de défaut à 0% et on a un rendement moyen distribué de l'ordre de 9,3%. Commençons par quelques titres de presse que vous pouvez lire quotidiennement dans les journaux ou que vous voyez passer à la télé. Coronavirus, le monde du logement redoute des mois de paralysie, une baisse des prix de l'immobilier. Voilà, que faut-il croire, que faut-il ne pas croire? On va essayer d'en discuter avec vous et de vous donner en tout cas notre avis. La filière immobilière et le monde du bâtiment, aujourd'hui en France, c'est un secteur de poids. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est quand même 2 millions d'emplois, c'est 10% du PIB et c'est 210 milliards d'euros chaque année. Donc voilà, c'est un secteur qui n'est pas anodin, qui est soutenu par l'État, qui est extrêmement important pour la vie économique de notre pays et c'est pas prêt de s'arrêter. On va le voir aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu de croissance à tous les niveaux, que ça soit en région parisienne, en Île-de-France, au niveau régional ou national. Partons sur une petite évolution. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de l'évolution de la vente des logements neufs en France. Donc, sur le graphique que j'ai ci-dessous, il a été publié par la Fédération des promoteurs immobiliers en 2019. Les chiffres sont assez récents et vous pouvez voir la courbe en fait qui va avant cette crise, donc avant, disons, le confinement qui a démarré mi-mars 2020, voir où est-ce qu'on en était dans la promotion immobilière, qui est notre cœur de métier. On finance les fonds propres des promoteurs immobiliers. Où en sommes-nous aujourd'hui? Ce que vous voyez, les chiffres en bleu, réservation à des investisseurs, c'est des investisseurs qui se positionnaient sur des lots neufs, qui allaient acquérir des lots neufs des promoteurs immobiliers avec lesquels on travaille. La réservation en accession, donc chiffre en rouge que vous voyez, c'était tout simplement des personnes qui allaient investir pour devenir propriétaires de leur logement et vivre dedans.
Ce que vous ne voyez pas sur ce graphique, c'est les réservations des logements en bloc, les ventes en bloc, donc c'est-à-dire généralement un bailleur social ou un investisseur qui peut acheter l'intégralité d'un immeuble donné. Et quand on voit l'évolution de ces réservations, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'au cours des dernières années, c'est plutôt stable. Je ne sais pas si vous voyez bien le chiffre de 2018, il y a marqué total des réservations au détail brut, 127 000. En 2019, on est à 129 000. Donc voilà, légère évolution. Si en plus on rajoute les ventes en bloc, on est aux alentours des 160 000 réservations annuelles par an en France. Ce chiffre-là, il faut le mettre en perspective avec, donc on va appeler cette partie-là la demande, on va mettre ce chiffre en perspective avec l'offre. Qu'est-ce que vont proposer les promoteurs immobiliers à la vente à tous ces investisseurs ou ces acquéreurs? Le constat qu'on a pu faire en 2019, c'est qu'on était passé à une offre disponible de 100 000 logements fin 2019 et c'est en recul, c'est 12 000 de moins que 2018. Donc c'est un chiffre particulièrement intéressant où on voit que l'immobilier aujourd'hui, en France du moins, je parle vraiment que de la France et je n'ai pas du tout une approche au niveau macroéconomique mondial, mais juste macroéconomique national au niveau français, on a une demande qui est supérieure à l'offre. Donc c'est-à-dire qu'il y a plus d'acquéreurs aujourd'hui en France que de logements neufs disponibles quand on regarde ça sur la continuité des années. Pour prendre un exemple qui soit simple à comprendre, l'automobile, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait estimer que les producteurs de voitures sont en capacité d'accroître leur production et de produire autant d'automobiles qu'ils le souhaitent. Ce qui poserait problème, c'est qu'il n'y aurait pas forcément la demande en face. Donc, la flèche que vous voyez ici serait pile inversée. En France, on a une demande soutenue, mais malheureusement, aujourd'hui, l'offre n'est pas forcément à la hauteur de cette demande. Pourquoi elle n'est pas à la hauteur? Pour diverses raisons. C'est tout simplement un secteur qui est cyclique. Il y a eu les élections municipales qui sont tenues en mars, qui ont permis déjà d'élire un peu plus de 30 000 maires. Donc, on sait très bien qu'ensuite, les permis de construire sont octroyés et sont débloqués. Il y a un contexte juridique ou administratif qui fait qu'il est de plus en plus long à obtenir un permis de construire également. Et donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, la demande est tout simplement supérieure à l'offre. Donc, on en est dans un marché où les promoteurs immobiliers font en sorte de produire un maximum pour répondre à cette demande. La demande, on l'a vu juste avant, elle est composée de particuliers, d'organismes, donc HLM qui font des acquisitions généralement de vente en bloc. Et un fait nouveau qui est apparu en 2019, c'est qu'il y a des investisseurs institutionnels qui se portent également acquéreurs des lots neufs. Investisseurs institutionnels, ça peut par exemple être des fonds de pension ou des assureurs qui vont venir se porter acquéreurs de lots des promoteurs immobiliers avec lesquels on travaille. Petit résumé donc de cette première partie, c'est Alexandra François-Cuchac qui est présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers qui a tenu ses propos il y a à peu près 2 semaines. Il faut accentuer la production, pas la ralentir. Donc c'est en adéquation tout simplement avec la slide qu'on voyait avant. Donc ça, c'est le contexte avant crise. Ce qui est intéressant du coup, c'est de voir qu'on est rentré juste dans cette étape du Covid-19 avec un niveau de stock faible et avec une demande de production de la part des promoteurs immobiliers importante. Donc ça, c'est vraiment un point très positif et dont il faut avoir conscience, c'est qu'aujourd'hui, les promoteurs immobiliers ont très peu de stock, donc ça va être positif pour justement les répercussions qu'on va étudier directement ensemble. À ce stade, donc depuis mi-mars 2020, où en est le secteur du bâtiment? La réponse est très claire et on ne souhaite pas cacher la vérité. Et je pense que vous pouvez vous en rendre compte dans les médias ou quand vous allez faire vos courses. Les chantiers sont à l'arrêt. La première semaine du confinement, c'était 100% des chantiers à l'arrêt. Une dizaine de jours après, on est passé à 90%. Puis ensuite, aujourd'hui, le constat est de voir que 70% des chantiers sont à l'arrêt. Donc, on est à une reprise de 30% des chantiers, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, il faut savoir que ces chantiers reprennent en mode dégradé. En mode dégradé, ça veut dire que tous les corps d'État sur une même opération ne peuvent pas venir en même temps. Et donc, même si un chantier reprend, il ne reprend pas au même rythme qu'avant, malheureusement. C'est quelque chose qui va venir au fur et à mesure, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas.
Il y a un guide de santé qui a été sorti par le ministère, entre guillemets, de la cohésion des territoires, mais pas que, sur un guide de santé, sur les bonnes pratiques, justement, pour pouvoir réouvrir les chantiers. Notre sentiment aujourd'hui, c'est que les chantiers de petite et moyenne taille vont pouvoir reprendre plutôt facilement. C'est tout un autre enjeu pour les chantiers de grosse taille. Constat également qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, 40% des notaires sont équipés pour réaliser des actes à distance. C'est extrêmement positif, où la garde des Sceaux a permis de faire ce qu'on appelle les signatures à distance. Donc, vous n'êtes plus obligé d'aller chez le notaire pour pouvoir tout simplement signer un compromis de vente ou signer un acte quel qu'il soit. Maintenant, c'est tout à fait possible à distance. Constat également qu'on a pu faire pour les livraisons des logements neufs, les déménagements sont interdits, les états des lieux sont interdits. Donc, le secteur du bâtiment, clairement, est à l'arrêt et on ne peut pas, nous ne pouvons pas le nier. Pour les promoteurs immobiliers d'Homunity, qu'est-ce que ça impliquait et qu'est-ce que ça impliquera demain? Hors d'idée, Homunity, on ne s'est pas du tout mis en chômage partiel où toutes nos équipes sont sur le pont pendant cette phase particulièrement importante de la vie de notre pays. Aujourd'hui, sur cette carte, vous voyez un peu la répartition des promoteurs immobiliers avec lesquels on travaille. Donc, la première semaine, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris contact avec 100% de nos promoteurs immobiliers afin de avoir un peu la température, quel était leur ressenti face à la situation et surtout anticiper est-ce qu'ils allaient avoir des problèmes de trésorerie à court terme, parce que notre rôle, bien évidemment, c'est de garantir la bonne conduite de vos investissements, mais aussi de faire en sorte de garantir l'activité de nos promoteurs immobiliers et de les soutenir dans les coups durs. C'est très simple d'être un partenaire quand tout va bien, mais la qualité d'un partenaire, elle se mesure aussi quand tout va mal. Et on est dans cette situation, donc on a pris les devants et on a contacté 100% de nos promoteurs. De manière hebdomadaire, on a de leurs nouvelles. On a décidé d'avancer les rapports avec eux, les rapports trimestriels qu'on vous fait justement pour pouvoir remonter un maximum d'informations. Et notre rôle demain, quel est-il? C'est de les soutenir en cas de coup dur. Pour l'instant, on n'a pas d'inquiétude sur le portefeuille de promoteurs immobiliers avec lesquels on travaille. On a environ, le chiffre exact, on a un peu moins de 90 promoteurs immobiliers avec lesquels on travaille aujourd'hui, sur un peu plus de 150 opérations. Pour être très honnête avec vous, aujourd'hui, je n'ai pas un souci sur une opération en particulier. Il y en a certaines qui prennent du retard. C'est inhérent à la situation et on ne peut pas faire grand-chose. Elles vont redémarrer. Mais on n'a pas de gros doutes sur un promoteur immobilier qui soit en train de faire faillite ou sur une opération où on se dit, voilà, aujourd'hui, on va avoir une perte sèche du capital. Ce n'est pas le cas. On a une opération à côté de Strasbourg, on est en train d'activer une hypothèque sur l'opération, donc ça, c'est une réalité, elle prend un peu de retard. Mais pour l'intégralité des projets, on est plutôt confiant et on apprécie la qualité justement de l'audit qui a été mené jusqu'ici en interne par nos équipes. Cette petite présentation de l'audit, aujourd'hui, elle est menée en interne par Pierre-Yves Appert. Pierre-Yves Appert, c'est un ancien de DTZ et AEW qui a rejoint les rangs d'Homunity il y a maintenant 2 ans et qui a remplacé l'un de mes associés historiques, Arnaud de Vergy, qui est parti reprendre la structure familiale de sa famille, qui est dans le monde de la promotion immobilière. Donc, Pierre-Yves Appert, en interne avec nos équipes, va auditer chacun des promoteurs immobiliers avec lesquels on travaille, aussi bien sur la maison mère du promoteur, donc quelle est la société qu'on va financer, et ensuite, il va s'intéresser avec ses équipes au programme immobilier en tant que tel. Est-ce qu'il y a bien un permis de construire purgé? Est-ce qu'il y a bien un crédit bancaire validé? Est-ce qu'il y a bien de la pré-commercialisation? Il faut se rappeler que quand on intervient sur une opération, généralement, il y a 40% des lots qui sont au moins pré-commercialisés avant que la première pierre soit posée. Donc, au moins, on est certain qu'il y a une cohérence entre l'offre que propose le promoteur immobilier et la demande dont on parlait avant. Et ensuite, une fois que cet audit a été fait en interne au sein d'Homunity, on va passer à la moulinette cet audit avec notre comité de sélection externe qui est composé de financiers, de promoteurs immobiliers et de personnes sur les parties vraiment techniques. Et on va challenger notre audit et les interroger sur des points très spécifiques de ce qu'on a pu faire en amont. On voit que le résultat est assez bon dans le sens où sur les 2 premières années de financement des opérations qu'on a effectuées avec Homunity, on a un taux de défaut qui est de 0.
Et aujourd'hui, depuis qu'on continue de faire ces investissements, on va vous l'avouer, quand on a commencé en 2014, on était dans une phase d'apprentissage et on s'est entouré des bonnes personnes pour développer Omnity. Maintenant, ça fait un peu plus de 6 ans qu'on voit plus d'une dizaine d'opérations passer entre nos mains chaque semaine. On a une vraie expertise et on continue de l'affiner de manière mensuelle pour faire les meilleurs audits possibles et on les a adaptés justement à la situation actuelle. Les nouveaux projets qu'on propose sur notre plateforme, justement, prennent en compte la situation, prennent en compte le démarrage ou non redémarrage du chantier, est-ce qu'il s'agit d'un financement ou d'un refinancement. Donc voilà, dans cette période, c'est à nous aussi d'ajuster notre comportement vis-à-vis de l'audit. Je vais laisser la parole à Antoine Thier, qui est responsable des investisseurs chez Omnity, pour qu'il vous donne un peu quelques clés sur votre investissement, ce qu'il en est aujourd'hui et l'accompagnement qu'on peut vous proposer. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci d'être présent sur ce webinaire qui est organisé par Omnity. On a eu plus de 1000 inscrits. Vous êtes actuellement plus de 511 personnes qui êtes présents. Donc, merci pour votre implication et le suivi. Et, pour commencer, on va regarder sur la slide suivante. L'investissement en crowdfunding immobilier, donc c'est un investissement qui est non coté et c'est également un investissement qui ne va pas réagir à court terme. Premièrement, je pense que vous l'avez tous dû le remarquer dans les médias, on a eu une baisse assez importante des marchés financiers, notamment le CAC 40 qui a perdu plus de 40% de sa valeur en l'espace d'un mois. Et de manière plus large, c'est toutes les places financières mondiales qui ont dévissé. Il est important de rappeler qu'en investissant chez Omnity, vous avez fait un choix, et ce choix, c'est de diversifier votre portefeuille avec ces actifs qui sont non cotés. Par défaut, ces placements qui sont effectués chez nous, du coup, ne sont pas soumis à la fluctuation actuelle des marchés financiers, et donc il y a un impact qui n'est pas direct sur vos investissements. On est bien du coup sur un investissement qui vient financer l'économie réelle, et le sous-jacent de votre investissement réside dans des actifs qui sont tangibles, à savoir du coup des actifs immobiliers. Quentin l'a exprimé juste avant, partie des retards des chantiers. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'un chantier à l'arrêt, c'est un événement qui n'est pas si inhabituel pour ces promoteurs immobiliers. En effet, toute l'activité du crowdfunding immobilier se trouve impactée par l'arrêt de ces chantiers, et ça, c'est pour des raisons de santé qui sont tout à fait évidentes. Il y a également un impact qui est dû à une modulation sur l'activité des cabinets de notaires, également des ralentissements sur l'activité bancaire. Toutefois, ce qu'on remarque, c'est que le secteur du BTP a une certaine volonté de reprendre l'activité assez rapidement. Et in fine, les retards des chantiers vont être plutôt modérés dans l'ensemble. Dernièrement, ces retards n'impliquent pas pour l'instant, en tout cas, d'un risque de défaut de paiement important. À court terme, ils ne remettent pas non plus en cause la qualité des programmes ni la solvabilité des acteurs. Enfin, dernier point, ça va être plutôt porté sur la pré-commercialisation. On rappelle que pour une majorité des projets présentés par Omnity, on demande un niveau qui est relativement avancé de la pré-commercialisation par l'opérateur, à savoir plus de 40%. C'est-à-dire qu'avant que le chantier ne soit livré, ou même qu'avant que le chantier puisse commencer, une partie des lots ont déjà été vendus par un biais qui s'appelle la vente en état futur d'achèvement, dit la VFA. Et ces dispositions permettent d'assurer une certaine viabilité de l'opération, et notamment dans une hypothèse où il y a un ralentissement de la commercialisation qui soit du coup post-crise. Si on passe à la slide suivante, on va porter désormais un point d'attention sur le montage qui est utilisé par Omnity. Je pense qu'une large partie d'entre vous le connaissent déjà, mais il est important de revenir sur la spécificité de cet investissement non coté, où de manière générale, on vient financer un projet et en parallèle, on vient prendre une caution solidaire sur l'opérateur. De manière transparente, Quentin l'a évoqué et je vais le réévoquer, effectivement, on va être face à une période où certains acteurs vont demander des prorogations
pour les remboursements. On va être notamment aussi face à une période où certains retards pourront être constatés. Mais comme je l'expliquais préalablement, cela ne remet absolument pas en cause l'ordre économique des projets. Sur l'investissement, et pour repréciser un petit peu du coup le différent schéma de l'investissement en mon côté immobilier, nous avons donc d'un côté des investisseurs, vous, qui viennent investir en obligations vers un véhicule d'investissement qui est une Capimo. C'est une société qui est détenue par Omnity. Et cette société de ce véhicule d'investissement n'a pour but unique d'apporter les fonds vers une société qui est cible. Cette société cible, ça peut être soit une société de projet immobilier ou bien le promoteur immobilier en tant que tel. Une fois que le projet s'est déroulé, on a un remboursement de cette société cible qui revient vers notre véhicule d'investissement, donc le remboursement des fonds. Et in fine, on a le remboursement des obligations auprès de nos investisseurs, capital et intérêt compris. Ce qui est important de remarquer, c'est cette partie à droite du schéma où on parle du coup de ces cautions solidaires. Ces cautions solidaires, suivant les différents schémas d'intervention qu'on va mettre en place, vont soit être pris au niveau de la structure de tête du promoteur immobilier si on intervient sur la société civile de construction-vente, à savoir la société de projet. C'est-à-dire, pour simplifier et pour simplifier mon propos, si nous apportons les fonds au niveau de la société qui porte le programme immobilier, en diagonale, on va toujours prendre une caution solidaire sur la structure du promoteur immobilier. Ainsi, en cas d'un problème important sur le projet, d'un défaut du programme immobilier, de retard important sur la commercialisation, on sera en moyen d'activer ces cautions solidaires et d'aller appeler les fonds capital et intérêt sur la société qui est portée caution. Dans tout ce schéma, et on a beaucoup de questions qui sont arrivées sur le chat, donc ça va pouvoir répondre à une partie de ces questions sur quelles sont les possibilités pour le promoteur de proroger ou d'anticiper le remboursement. On est très clair sur ces sujets chez Omnity. On s'est prémuni de certains dérapages parce que malheureusement, les retards chantiers sont souvent inhérents à la promotion immobilière. Ce qu'il faut retenir, c'est que de base, dans tous les contrats qu'on va signer avec les promoteurs immobiliers pour les projets qu'on finance, on a toujours une latence qui est prise sur le contrat de base. Donc, sur 24 mois, on a toujours une latence d'1 ou 2 mois qui est pris afin de se prémunir contre des retards. En parallèle de cela, on a du coup cette possibilité pour l'acteur de proroger de maximum 6 mois le remboursement. Prenons le cas où, suite effectivement à un arrêt chantier d'un programme, le chantier est décalé d'une période de 4 mois, le promoteur ne pourra pas être en possibilité d'honorer le remboursement sous la date initiale. Cet acteur pourra par la suite proroger le remboursement des investisseurs d'au maximum 6 mois. Et durant cette période, les intérêts vont toujours continuer à courir au taux qui a été initialement souscrit. Inversement, il est également possible pour ces promoteurs immobiliers de rembourser dès le premier jour du 7e mois de portage de l'obligation. Donc, il y a une possibilité de proroger d'un côté et d'anticiper de l'autre. Quentin l'a évoqué, Omnity, on est tous sur le pont. Nos équipes ne sont absolument pas au chômage technique. Et sur le sujet des remboursements, j'ai un point qui est important à partager avec vous aujourd'hui. Depuis le début du confinement, donc depuis mi-mars 2020, sur la plateforme Omnity, nous avons remboursé à date 7 projets pour un montant global de 4,2 millions d'euros intérêts et capital sur des taux de rendement internes qui étaient cibles et on n'a pas eu de problématique sur ces taux de rendement internes. Donc, ça confirme que la machine est certes impactée, mais en tout cas que ça continue et ça continue dans le bon sens. Si on passe sur la slide suivante, notamment, on a pris des mesures et des actions côté promoteur immobilier. On a pris également des actions du côté de nos investisseurs. Ce qui est très important, c'est qu'on a un souhait, c'est de renforcer notre présence, toujours à vos côtés, et pour guider au mieux vos prises de décision. On n'est pas en chômage partiel, nos équipes restent toujours opérationnelles, certes en télétravail. D'un côté, on a nos équipes promoteurs qui sont au plus près de ces acteurs afin de faire des suivis hebdomadaires et également mensuels. Mais d'un côté, investisseurs, toutes nos équipes sont également sur le pont et on est là pour vous aider et pour vous aiguiller. Toutes les fonctionnalités de la plateforme sont également en marche, à savoir votre portefeuille électronique fonctionne de manière tout à fait normale, votre compte fonctionne également. Donc, de ce point de vue, pas d'arrêt.
On a mis en place 3 axes. Ces 3 axes sont les suivants. C'est 1, vous informer. On fait partir effectivement de nombreuses communications. Ça passe sur des communications plutôt corporate, sur comment Monity répond à la crise du Covid-19. Ça passe à un niveau de granularité un peu plus fin sur des communications par projet. Donc, ce sont les rapports projets qui ont été avancés pour vous tenir informé de l'évolution de vos différentes lignes d'investissement. Le deuxième axe, c'est vous conseiller. Les plateformes de crowdfunding et Monity est certes impactée par la crise actuelle. Pour autant, nous avons des solutions d'investissement qui sont en cours. Nos équipes sont présentes pour vous aider et pour vous conseiller à prendre les bonnes décisions. Et enfin, le dernier axe, ça va être de préparer la suite. À date, c'est plus de 1500 personnes, 1500 investisseurs qui ont été contactés par nos équipes. Et ça va être de pouvoir prendre du temps, de réfléchir sur votre situation patrimoniale, de pouvoir réfléchir également sur votre portefeuille Monity. Nos équipes sont présentes et disponibles pour vous aiguiller sur ces points. Voilà, Quentin, sur la partie l'impact sur les investisseurs en crowdfunding immobilier. Merci beaucoup, Antoine. Donc, dernière partie, hypothèse post-Covid-19. L'intérêt ici va être de parler un peu de l'après-crise, et parce qu'il y aura forcément un demain, on se doit de le préparer. C'est vraiment ici, on n'a pas la bonne boule de cristal chez Monity. C'est des études qu'on fait en interne et on se renseigne comme tout le monde et on fait nos analyses ensuite et nos scénarios. Ça, c'est les scénarios aujourd'hui à l'heure actuelle qui existent. Donc, on parle d'un scénario en W post-crise, donc une chute brutale de l'activité, une reprise non durable et une rechute. Donc, ça pourrait aller avec les vagues liées au coronavirus. Un scénario en V, chute brutale de l'activité, donc là que ça repartirait de manière rapide et vigoureuse dès le mois de mai ou juin. Un scénario en U, où c'est une reprise de l'activité plus tardive, et un scénario en L, où on reste un niveau bas et notre pays se remet vraiment jamais. Ce que je vous propose, c'est d'aller dans l'onglet sondage. Au niveau, donc il y a le chat, les questions, le sondage, et de voir un peu quel est votre avis, si vous pouvez voter sur le scénario, d'après vous, le plus probable. Est-ce qu'on aura un scénario en W, en V, en U ou bien en L? Ça serait un peu intéressant pour nous d'avoir votre sentiment là-dessus, et je dirais juste 2 mots après en regardant vos résultats. Alors, la majorité, donc vous êtes à peu près 515 connectés à l'heure actuelle. C'est intéressant sur le sondage et ça sera très intéressant. On en profitera pour en communiquer vos résultats dans une prochaine newsletter. Il y a 200 personnes qui ont répondu, donc merci beaucoup. Ce qu'on voit, donc vous pensez plutôt un scénario en U pour quasiment 50% d'entre vous, un scénario en W pour 33%. Et ensuite, les 20% restants, ça se sépare en V ou en L. Merci beaucoup pour vos réponses, c'est intéressant. Notre avis, tout d'abord, chez Monity, c'est de dire on ne sait pas. Aujourd'hui, il y a trop d'incertitudes et on ne peut pas se prononcer et dire ça va être le scénario U, ça va être le scénario W. Le sentiment qu'on a en interne, et on partage plutôt votre avis, c'est un scénario en U, c'est-à-dire que avant de retrouver un niveau de productivité, un niveau d'activité comme celui d'hier, ça ne va pas être demain, ça ne va pas forcément être au mois de mai, ni au mois de juin, ni au mois de juillet. Ça va probablement s'accélérer. Donc, on est assez d'accord avec cette notion de U. Et nous, parfois en interne, il nous arrive de parler du double U. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on voit scénario en U, puis il va y avoir une deuxième vague, et donc on ne va pas arriver à un confinement total du pays comme on peut le connaître actuellement, mais on va arriver à une deuxième vague et donc un nouveau petit confinement, donc une petite décroissance, un ralentissement pour repartir doucement vers le haut. Donc, ça serait des U qui s'enchaînent et qui viennent les uns au-dessus des autres. Donc voilà, c'est plutôt notre sentiment en interne. On passe beaucoup de temps à analyser les scénarios microéconomiques et macroéconomiques, mais on est plutôt confiant sur l'avenir et on ne croit pas trop à un scénario en L. On n'est pas assez optimiste pour croire au scénario en V, donc on rejoint l'avis général où 80%, si on cumule les deux scénarios, c'est plutôt scénario en U ou en W.
Deuxième petite question, ensuite on va parler, ça c'est un peu plus généraliste, c'est le deuxième sondage et dernier qu'on va vous proposer, c'est sur d'ici la fin de l'année, vous pensez que les prix de l'immobilier vont baisser, être stables ou augmenter? Pareil, ça serait intéressant d'avoir votre avis là-dessus, parce que ça fait partie des choses qu'on étudie également en interne pour voir comment peut évoluer le marché dans lequel on se situe. Donc, je vous laisse quelques secondes pour démarrer. Ensuite, j'entamerai la conclusion. Donc, merci pour vos réponses. Je pense effectivement qu'on parle souvent de l'immobilier comme valeur refuge. C'est pas pour autant que les prix de l'immobilier vont augmenter demain. Et je pense que vous êtes tout à fait conscient de cela. Il y a 7% des gens qui ont répondu augmenter. Encore une fois, il y a beaucoup d'incertitudes, donc peut-être que vous avez raison, mais en tout cas, c'est pas notre point de vue en interne chez Homunity. On a plutôt tendance, et je vous ai mis un graphique qui est assez intéressant, qui pour ceux qui sont abonnés au Revenu l'ont peut-être vu passer il y a une dizaine de jours, sur l'évolution du prix de l'immobilier en fonction du taux de chômage. Donc, c'est la courbe verte que vous voyez derrière et l'évolution du CAC 40. Ce qu'on peut vraiment voir, et c'est la courbe de derrière, celle en verte, pardon, que vous voyez, c'est que les prix de l'immobilier sont généralement corrélés au niveau de chômage. Et il y a effectivement des chances que notre niveau de chômage, il y a actuellement beaucoup de monde au chômage partiel, mais c'est un chômage très particulier. Mais il y a de fortes chances que le niveau de chômage augmente en France et donc que mécaniquement le prix de l'immobilier stagne ou baisse. C'est pas forcément très inquiétant. Pour vous donner un ordre d'idée, lors de la crise qui était une crise immobilière et financière en 2007-2008, et qui s'est poursuivie par la suite, donc plutôt 2008-2009, pardon, les prix de l'immobilier ont chuté de 10% sur cette période-là. Si en France, on regarde cette diminution des prix de l'immobilier de 10%, on verrait que ça nous amène quand même à un niveau de l'immobilier de 2017 ou 2018 qui reste des prix de l'immobilier relativement hauts. Donc, je trouve ça, à titre personnel, plutôt sain qu'on soit dans un marché qui n'est pas sans cesse haussier, avec des prix complètement fous et qui devient inatteignable pour la plupart des marchés, des ménages français, pardon, mais on est en période de crise et il semble plutôt logique qu'il y ait une diminution des prix de l'immobilier. Généralement, pareil, les particuliers vont avoir tendance à reporter leur acquisition immobilière ou à attendre, et la confiance n'est plus la même sur le marché, ce qui sont des signaux assez forts justement pour une baisse de ces prix de l'immobilier. Petite conclusion, avant de passer à la partie questions, il y a eu de nombreuses questions, donc on va essayer de répondre au maximum d'entre elles. Des signaux positifs, voilà, chez Homunity, on n'est pas des éternels pessimistes et on préfère être un tout petit peu optimiste malgré le contexte actuel qui est difficile. Il y a 4 chiffres que je souhaiterais partager avec vous et qui sont plutôt, à mon sens, positifs pour la suite. Le premier, 300 milliards d'euros. C'est les prêts garantis par l'État. Donc, c'est du jamais vu où l'État propose, pour résumer le mécanisme, propose à tout un tas de sociétés de pouvoir s'endetter à hauteur de 25% du chiffre d'affaires de 2019, donc demander un prêt à sa banque. Et afin d'inciter les banques à prêter cet argent, il est garanti entre 70 et 90% du montant. L'idée, c'est que ça soit un prêt à un taux extrêmement faible, voire nul quasiment, et sur des périodes qui peuvent être modulables, mais allant jusqu'à 5 ou 7 ans. Donc ça, une enveloppe de 300 milliards de prêts garantis par l'État, c'est vraiment un signal fort qu'a envoyé l'État français pour soutenir l'activité économique. Deuxième point positif pour notre secteur, c'est les élections municipales qui sont tenues lieu au mois de mars. Je ne reviendrai pas sur le fait que c'était une bonne idée ou une mauvaise idée de les maintenir, ça ne rentre pas du tout dans mon champ de compétences. Par contre, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a eu 30 000 maires élus sur à peu près sur un peu plus de 35 000 maires. Donc ça veut dire dans 30 000 communes, on va pouvoir avancer sur des permis de construire qui ont été déposés et reprendre une dynamique positive dans le secteur de la construction. Généralement, 1 an avant ces élections municipales, il y a un fort ralentissement
car généralement, on a tendance à ne pas soutenir un maire bâtisseur, peut être un maire perdant. Donc ça, c'est un signal positif pour l'ensemble de la profession et on va voir une offre qui va augmenter. Et ensuite, les deux derniers chiffres qu'on peut regrouper, donc 10 000 logements plus 40 000 logements. Je voyais dans les questions quelqu'un qui posait cette question de est-ce que les particuliers vont continuer d'acquérir des lots neufs? Et cette annonce, je ne sais pas si vous l'avez vue passer, elle date d'il y a à peu près 2 semaines, où la Caisse des dépôts et de consignation Habitat et le groupe Action Logement à travers la marque INLI a décidé de se porter acquéreur de 50 000 lots. C'est colossal. Et donc, ça va être là pour tout simplement soutenir l'offre que proposent les promoteurs immobiliers et permettre au projet de continuer de voir le jour et de continuer de se développer. Donc voilà, avant de passer éventuellement de reprendre vos questions et d'en lire, j'en ai noté pendant que Antoine t'y est parlé. Je souhaitais simplement vous remercier d'avoir été là pour cette petite présentation, de vous remercier pour votre confiance. C'est important pour nous et j'ai l'impression qu'on a eu assez peu de questionnements négatifs de votre part depuis ce mois de confinement et plutôt une atmosphère de bienveillance et de confiance. Sachez qu'on est sur le pont, on travaille beaucoup, on compte pas nos heures justement pour bien suivre les évolutions de l'intégralité des projets dans lesquels on investit. Omunity est investisseur dans chacune de nos opérations. Donc, à titre professionnel, c'est important que nos investissements se passent bien. À titre personnel, nombre de nos salariés ont investi, moi-même également. Donc, c'est des choses qu'on a à cœur. Et sachez que chaque euro d'investissement qu'on réalise, on le fait vraiment en connaissance de cause, après une étude très approfondie. Et on suit les investissements et on essaye de vous suivre du mieux qu'on peut. Donc voilà, je sais qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à nous envoyer un petit mail à l'adresse paul@omunity.fr et je vais regarder les premières questions que vous avez posées. Alors, première question que j'ai identifiée qui nous posait la question de Tikehau Capital, notre actionnaire. Donc, dans la vie d'Omunity, Omunity est une société qu'on a créée avec Arnaud Devergy et Charles Tétaux en septembre 2014. On a été racheté par Tikehau Capital, qui est une société qui est cotée en bourse. Donc, nous avons été rachetés en janvier 2019. C'est un gestionnaire d'actifs alternatifs. Ils ont un peu plus de 25 milliards d'euros sous gestion. Donc, c'est une maison conséquente et qui a le vent en poupe d'un point de vue français, européen, mais aussi à l'international. Aujourd'hui, Tikehau Capital a constitué un fonds qui s'appelle THF, Tikehau Omunity Fund. Si vous tapez sur Google, vous trouverez plus d'informations sur ce fonds. Et ce fonds, qui aujourd'hui est doté de 30 millions d'euros, a vocation à venir également investir sur la plateforme. La question qui a été posée était de dire est-ce que les meilleurs projets vont être réservés à Tikehau Omunity Fund, donc THF? La réponse est non. En fait, ce fonds, il nous permet d'accélérer notre capacité à collecter, la rapidité à laquelle on peut collecter et d'adresser des plus gros promoteurs immobiliers. Et en fait, sur chacune des opérations qu'on peut proposer sur Omunity, le fonds a l'opportunité, dans un premier temps, de venir prendre 50% de la collecte, mais il ne peut jamais, dans un premier temps, prendre 60%, 70% ou 100%. C'est maximum 50% pour laisser la place à des investisseurs comme vous et moi de se positionner sur les projets. Et ils n'ont jamais accès à des projets exclusivement dédiés à 100%. Ce n'est pas la vocation de ce fonds. La vocation, c'est vraiment de nous permettre d'aller voir de plus gros opérateurs. Et c'est d'ailleurs l'opportunité qu'on a maintenant grâce à cette capacité de collecte de plus en plus importante d'aller financer des promoteurs immobiliers qui sont également cotés en bourse. Deuxième question qu'on nous posait sur la prorogation, est-ce qu'on va avoir vocation à augmenter les taux ou pas? La politique est assez claire aujourd'hui. Quand on fait un investissement sur 24 mois, il y a un taux qui est contractuel. Donc, pour simplifier la tâche, je vais dire 10%. Le promoteur immobilier ne va pas rembourser s'il fait plus ou moins de marge, 9% ou 11% si jamais s'il fait plus de marge que prévu. L'idée, c'est qu'il rembourse vraiment aux investisseurs 10%. Il y a une période de prorogation de 6 mois. Donc, vous allez faire un investissement sur 24 mois. Le chantier a du retard, par exemple, à cause du Covid-19. Cette période de prorogation est activée. Cette période de prorogation, elle est activée
donc au même taux. C'est-à-dire que les jours et les mois continuent de passer et ce taux continue de courir de 10%. Si jamais, donc au bout de 24 mois plus 6, le promoteur immobilier n'a toujours pas remboursé, nous, on active la caution solidaire qu'on a avec la maison mère du promoteur immobilier afin qu'il en rembourse capital plus intérêt. Ça, c'est ce qui se passe dans 95% des scénarios si on est en prorogation. C'est la maison mère qui s'occupe de rembourser nos investisseurs capital plus intérêt. Pour quelques cas atypiques qu'on peut avoir, ça nous est déjà arrivé, ça nous était arrivé en 2016, ça nous est arrivé à nouveau en 2017. Si jamais on a des projets où le promoteur immobilier, à la fin de cette période, ne souhaite pas rembourser ou nous fait comprendre que les fonds sont alloués sur d'autres opérations et que ça ne l'arrange pas, nous, on active la caution. Systématiquement, on va commencer à se poser la question de ce processus d'activer la caution. Et en plus, on va passer le taux d'intérêt qu'il va verser aux investisseurs, donc à vous, à 15%. Ça, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement et c'est pour ça que certains ont vu leur rendement booster sur certains des placements où initialement, il était indiqué 9 ou 10%. C'est passé à 15% sur 1 ou 2 mois de plus, mais c'est vraiment des cas exceptionnels et des choses hors prorogation. Avant le confinement, on n'en avait aucune. Actuellement, on a 3 dossiers où les promoteurs ont commencé à rembourser une partie du capital et des intérêts. Ce sont des situations assez exceptionnelles et pour autant, nous avons quand même décidé de laisser le taux, d'augmenter le taux à 15%. Antoine, je te laisse éventuellement répondre à une ou deux questions que tu as pu voir et je regarde ce qui s'est dit dans l'onglet questions. Il y avait une question qui est revenue assez souvent, c'était est-ce que la tendance demande supérieure à l'offre ne va-t-elle pas s'inverser compte tenu des conséquences économiques qui s'annoncent? C'est une très bonne question. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour qu'il y ait vraiment une inversion sur ces deux paramètres, d'un côté, on a quand même une demande qui est très importante en France et notamment la Fondation Abbé Pierre revient tous les ans en expliquant qu'on a plus de 4 millions de mal logés en France, qu'au niveau de la production des logements, le niveau qui est souhaité, en tout cas les niveaux de production souhaités, serait de 500 000 nouveaux logements par an. On remarque qu'il n'y a pas la production derrière n'arrive pas à suivre cette demande. Alors il est certain qu'en ces temps économiques un peu flous, on va avoir une baisse de la demande. Pour autant, ce qu'on remarque, c'est que le niveau de la production, ça ne suit pas. Donc il y a, en tout cas à date et maintenant, il y a peu de chances qu'il y ait vraiment une réelle inversion de cette tendance où on aurait trop d'offres, donc trop de lots en vente vis-à-vis de la demande. Bonne question, je reprends quelques questions que je vois. On nous pose la question, si les promoteurs immobiliers ont la possibilité d'emprunter aux banques à des taux plus faibles, pourquoi font-ils appel à Homunity? C'est un sujet important à avoir en tête, on n'a pas vocation à remplacer les banques et sur 95% de notre dossier, il y a toujours une banque qui est complémentaire à l'opération. Nous, on vient vraiment financer la partie fonds propres ou quasi-fonds propres des promoteurs immobiliers. J'ai un petit schéma ici où ça vous permet de comprendre comment se finance une opération de promotion immobilière. Il y a bien un financement bancaire et Homunity intervient au niveau de la partie fonds propres. C'est vraiment l'apport, comme vous, si particulier, vous achetiez un bien immobilier neuf, la banque vous demande un apport. Homunity, pour les promoteurs immobiliers, ce sont des apports plus conséquents et sur plus d'opérations. Donc, on a vocation à venir financer cette partie fonds propres. Autre bonne question qui a été posée juste avant, c'était sur dernièrement les taux diminués sur Homunity, les taux proposés aux investisseurs. Donc, il y a eu des projets à 7%, 8%, 9%. Est-ce que c'est une tendance de fond et que va-t-il devenir demain? La réponse est la suivante. Quand on a un taux qui est proposé à 7 ou 8%, c'est que le risque n'est pas exactement le même que du 9 ou du 10%. Quand on finance des promoteurs immobiliers qui ont déjà livré 5 000 logements, 10 000 logements qui existent depuis 15 ans ou 20 ans, qui sont cotés en bourse, on va avoir tendance à proposer un taux à l'investisseur plus faible, 7 ou 8%, parce que la structure qu'on va financer est plus solide. Quand on propose un taux à 9 ou 10%, c'est que ce sont des promoteurs immobiliers qui sont plus petits, de moyenne taille. Ce ne sont pas des mauvais promoteurs immobiliers, sinon on ne travaillerait pas du tout avec eux. Ce sont des petits promoteurs immobiliers. Homunity était une petite société hier, en train de devenir une moyenne société aujourd'hui, mais c'est des acteurs justement où le risque n'est pas le même et c'est pour ça qu'un rendement indiqué équivaut à un risque. Et demain, est-ce qu'on va avoir vocation à augmenter les rendements ou à les diminuer? J'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. Quand on a créé cette société il y a 6 ans,
c'était pour réussir à créer un investissement court terme, rémunérateur, avec un niveau de risque maîtrisé. La philosophie est toujours la même. Je souhaite qu'on ait le niveau de taux de défaut qui reste pendant le plus de temps à 0%. Bien évidemment, nos performances passées ne présagent pas les performances futures, mais c'est une volonté forte qu'on a chez Homunity et on va continuer de le faire. Je rebondis juste avant de te laisser la parole, Antoine, sur une autre question. Vous posez des questions sur les projets, où est-ce qu'on en est, etc. On a 150 opérations différentes actuellement, donc ça serait trop long de répondre à toutes vos questions. Il y a les rapports trimestriels qui sont en train de tomber pour 100% des projets. Donc, sur les 150 projets, vous allez avoir des nouvelles dans les prochains jours où vous en avez eu. Donc, n'hésitez pas à vous connecter à votre espace personnel. Et je prendrai simplement, parce que j'ai dit que j'y répondrai, WoodUp, pourquoi n'y a-t-il pas de pré-commercialisation? Donc, ce que je vous ai expliqué avant, c'est vrai pour 90% de nos opérations qu'il y a un permis de construire purgé de tout recours, qu'il y a un crédit bancaire validé et qu'il y a au moins 40% de pré-commercialisation. Ensuite, on a des opérations qui nous sont proposées, mais qui ne rentrent pas exactement dans ces critères et on souhaite pour autant être agile parce que ça nous semble être des bonnes opérations. On posait la question donc de WoodUp. WoodUp, c'est une opération casse exceptionnelle. Les banques se sont positionnées malgré le fait qu'il n'y avait pas de pré-commercialisation et Homunity a décidé d'accompagner et le promoteur immobilier et la banque dans cette opération parce que c'est un projet phare du Grand Paris. C'est une tour de logement en bois et c'est tellement bien situé qu'on n'a pas trop d'inquiétude. On a eu même des contacts avec des investisseurs institutionnels privés sur la capacité pour le promoteur immobilier à commercialiser ces lots. Là où on a apporté justement un vrai point d'intention, c'est plutôt sur la partie technique, sur la partie chantier, sur le rétro-planning, sur la capacité de l'opérateur à mener à bien l'opération. En plus, c'est une opération où le promoteur est associé à un autre promoteur. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on étudie. Donc nous, on a un cahier des charges qui est assez uniforme pour 80 à 90% de nos opérations. Et sur les 10% restants, si on voit des opportunités, on vous les propose et on continue nous-mêmes au Homunity d'investir dedans. Une question également qui est revenue assez régulièrement. L'État a parlé de fonds de pension, de fonds de dette pour investir massivement dans l'économie. Effectivement, il y a un article des Échos qui est paru ce matin sur comment inclure des acteurs de la finance participative dans l'octroi de ces prêts garantis par l'État, donc ce qu'on appelle les PGE. Et également savoir si au sein de notre portefeuille Homunity, on a certains acteurs qui ont fait appel à ces différents prêts. Sur le premier penchant, nous, Homunity, on n'est pas une plateforme IFP, on est une plateforme CIP. Et donc, l'amendement du Sénat qui a été relayé par les Échos ce matin ne concerne uniquement les plateformes IFP qui pourraient devenir des intermédiaires, tout comme les banques, afin d'apporter des crédits garantis par l'État auprès des acteurs auprès de leurs clients et de leur portefeuille. Concernant les plateformes en CIP, des échanges assez fructueux sont en cours avec différents acteurs du gouvernement et le législateur et on verra comment évolue la situation. Sur nos acteurs en portefeuille qui ont fait appel à ces PGE, on a certains acteurs qui sont effectivement rentrés en contact avec des banques pour voir en fait de quelle manière s'activaient ces crédits. Ce qu'il faut retenir, c'est que les acteurs bancaires, pour l'instant, jouent le jeu. Alors effectivement, vu que la plupart sont en télétravail, les process sont ralentis. Mais en tout cas, on voit que petit à petit, tous ces plans de relance commencent à atteindre l'économie réelle. On va prendre une ou deux questions en plus et on en est déjà quasiment à 50 minutes. Donc, merci beaucoup à tous. Encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur paul@homunity.fr si on n'y a pas répondu aujourd'hui. Je laisse Antoine vous remettre l'adresse dans le chat ou dans la partie questions. Donc, pour reprendre les dernières choses que je peux voir et qui peuvent être intéressantes pour tout le monde, est-ce qu'Homunity compte ouvrir son capital à des investisseurs? Pour l'instant, ce n'est pas un sujet d'actualité, notre maison mère étant Tikehau Capital. Sur les mesures qui sont prises actuellement par le gouvernement, ça se passe plutôt en deux phases. Donc, on salue le travail qui a été fait par Julien de Normandie, qui est le ministre à la cohésion des territoires et ses équipes, sur le fait que dans un premier temps, l'objectif, entre guillemets, c'est
c'est de contrôler la situation avec les prêts garantis par l'État, les prêts garantis d'État, ces fameux PGE. Donc, c'est un peu de stopper l'hémorragie à court terme avant d'entamer un plan de relance. Aujourd'hui, on est encore dans la phase court terme où il faut sauvegarder les emplois et les entreprises qui travaillent quotidiennement avant d'amorcer un plan de relance. On n'est pas encore dans cette phase plan de relance, mais compte tenu des chiffres que je vous ai indiqués dans un premier temps, où le nombre d'emplois dans le secteur immobilier du bâtiment, 2 millions d'emplois, c'est colossal. Il n'y a pas trop de doute sur le fait que l'immobilier sera accompagné post-Covid-19 et que le secteur, il n'y a aucune raison qu'il y ait un effondrement. Et encore une fois, rappelez-vous de cette notion d'offre et de demande. Aujourd'hui, on est du bon côté de la barrière, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de produire plus, donc de financer plus. Pour Unity, tant mieux, ça veut dire du business en plus. Pour vous, tant mieux, ça veut dire que vos investissements vont se dérouler conformément à ce qu'il est indiqué. Il va y avoir sûrement des retards suite à la crise actuelle, mais rien d'inquiétant. La demande est forte et les banques vont continuer de financer les particuliers. Je regarde une ou deux dernières questions. Le sujet du PEA, investir à travers son PEA-PME, c'est un sujet d'actualité. On est en train d'essayer de trouver les bons partenaires bancaires pour avoir une relation fluide, étant donné qu'on ne souhaite pas avoir un système de papier où on doit renvoyer des papiers par la poste aux différentes banques pour pouvoir proposer ce type d'investissement. Et nous, d'un point de vue informatique et numérique, ça fonctionne côté Community. Reste à nous de trouver la bonne banque. Et si d'ailleurs vous avez on travaille sur le sujet, mais si vous avez des bons conseils là-dessus, on est preneur. État de la concurrence vis-à-vis d'Omnity, on est plutôt content de nos concurrents. Très honnêtement, ils nous aident à évangéliser ce nouveau type d'investissement. On trouve qu'ils font un boulot sérieux pour la plupart. Si vous investissez sur d'autres plateformes Community, le petit conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de vérifier qu'elles ont bien le statut de conseiller en investissement participatif, ce statut de CIP. C'est très simple. En dessous du site, vous regardez s'ils ont la Marianne là-dessus. Enfin, une dernière question éventuellement que je pourrais voir. Pourquoi bloque-t-on les fonds sur la période d'investissement ? C'est un investissement qui est court terme, donc généralement 12, 18, 24 mois, et qui n'est pas liquide. La raison pour laquelle il n'est pas liquide, c'est que tout simplement la marge que dégage un opérateur de promotion immobilière arrive à la fin d'une opération. Donc le promoteur immobilier peut rembourser aux investisseurs capital plus intérêt que quand le projet arrive au moment de la livraison. Et d'ailleurs, il n'a pas forcément besoin d'attendre la livraison complète de son opération pour rembourser les investisseurs, car dans son plan de trésorerie, il arrive qu'au fur et à mesure des appels de fonds, il soit à l'équilibre dans son budget et dans son projet, et auquel cas, il peut rembourser les investisseurs d'Omnity, capital plus intérêt. C'est pour ça qu'on nous a posé la question sur des dernières opérations où l'opération n'était pas totalement livrée et pour autant le promoteur immobilier souhaitait rembourser nos investisseurs. C'est tout simplement que dans ce budget, il était à l'équilibre et donc souhaitait sortir les investisseurs Omnity qui lui coûtent plus cher qu'une banque traditionnelle. Donc voilà, ça sera le mot de la fin et la dernière question. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à l'organisation, je pense en interne à Sabrina pour l'organisation de ce webinaire. Merci beaucoup Antoine pour ta participation et pour la réponse à tes questions. N'hésitez pas à écrire aux équipes d'Antoine qui ont fait en sorte de répondre à 100% de vos questions. C'est quelque chose qui nous tient à cœur d'avoir une bonne relation avec nos clients. Merci infiniment pour votre confiance. Prenez soin de vous et à très bientôt, je l'espère, dans des meilleures conditions. À bientôt. Merci, à bientôt.